Mon fils m'a écrit un message à 22h41. Il disait « Tu ne viendras pas avec nous, Céline préfère que le voyage soit seulement avec sa famille. Tu as déjà fait ta part en payant. » J'ai lu ces mots assise à la table de la cuisine, mes lunettes appuyées sur le bout du nez et le dernier cadeau encore emballé sur mes genoux. J'avais passé les 3 dernières années à rêver de ce voyage, économisant chaque centime dans un bocal en verre que je cachais derrière la farine. Je rêvais de voir mes petits-enfants courir sur le sable, avec Antoine qui rirait comme quand il était petit. Je rêvais d'honorer mon époux Marcel avec une bougie allumée, face à la mer qu'il aimait tant. Mais ce message n'était pas une erreur, pas un malentendu. C'était une décision froide, claire, douloureuse. Je n'ai pas répondu. J'ai éteint le téléphone et dans ce silence, j'ai ressenti quelque chose qui n'était pas de la tristesse. C'était quelque chose de plus profond. C'était la certitude qu'il m'avait effacée. Pas oublié, effacé. Comme si j'étais seulement le portefeuille, seulement le moyen, seulement la dame qui paye, mais qui n'a pas sa place sur la photo. Ce qu'ils ne savaient pas, ce qu'ils n'ont jamais imaginé, c'est que la banque peut fermer. Que la femme qui donne tout en silence peut aussi apprendre à garder son amour pour qui sait le voir. Et parfois, quand on vous retire de l'histoire, il ne vous reste plus qu'à en écrire une nouvelle. Et c'est ce que j'ai fait. Tout a commencé avec un bocal. Un vieux bocal au couvercle rouillé qui contenait autrefois des biscuits au gingembre. Je l'ai lavé, séché et caché derrière la farine, au fond du placard de la cuisine. Je l'appelais secrètement le bocal des rêves. Chaque fois que je me privais d'un plaisir, un chemisier en solde, une sortie au cinéma, un café avec une pâtisserie, je prenais cet argent et le convertissais en petits billets. Je les pliais soigneusement et les mettais dans le bocal. 5 € ici, 10 là. C'était peu, mais c'était constant, comme l'espoir. Puis j'ai commencé à vendre des choses que je n'utilisais plus. Le vieux fauteuil, une commode qui prenait la poussière. Ensuite, quand j'ai pris ma retraite, j'ai commencé à donner des cours de français en ligne à des étudiants étrangers. J'avais mal aux yeux parfois, mal au dos, mais je le faisais avec plaisir. Je rêvais d'emmener ma famille à Nice. C'est là que j'avais passé ma lune de miel avec Marcel. Nous étions jeunes, pauvres, heureux. Nous riions pour rien et nous marchions des heures juste pour voir le coucher de soleil depuis la promenade des Anglais. Je voulais que mes petits-enfants voient cette même mer. Je voulais qu'Antoine, mon fils, marche là où son père avait marché. Je voulais qu'ils se souviennent d'où nous venons et qui nous avons aimés en premier. J'ai tout planifié dans les moindres détails. J'ai cherché une villa avec vue sur mer. J'ai demandé des chambres accessibles parce que la mère de Céline a des problèmes de mobilité. J'ai réservé le transport depuis l'aéroport. J'ai payé un chef local pour qu'il prépare un dîner typique. J'ai commandé des t-shirts pour tous qui disaient « La famille, c'est pour toujours. Nice 2023 ». J'avais tout noté dans un carnet bleu ciel avec les horaires, les numéros de réservation et de petites notes en marge. Ne pas oublier la crème solaire pour les enfants. Emballer la bougie du groupe préféré de Marcel. Prendre la photo où nous étions tous ensemble à la plage. Chaque jour, en cochant une tâche accomplie, je sentais que le rêve se rapprochait. C'était si proche, si proche. Et je n'ai jamais imaginé que je n'allais pas être incluse. C'était une nuit tranquille. J'avais fini d'emballer les nécessaires pour les enfants. Chacun avait son nom écrit à la main avec un marqueur permanent. Lucas, Emma, Thomas. Je leur avais mis de petites brosses à dents colorées, des lingettes humides et des bracelets avec des coquillages. J'étais sur le point de ranger la bougie, celle du groupe, celle que nous allumions toujours à la maison quand Marcel rentrait fatigué du travail. Je pensais la placer au centre de la table pendant le dîner sur la plage. Un dîner en son honneur, une mémoire vivante. Et alors, le téléphone a sonné. Une notification. Un seul message. 11 mots. Tu ne viendras pas, Céline préfère que ce soit seulement sa famille. Tu as fait ta part. Au début, j'ai cru que c'était une blague, ou qu'il manquait du contexte. Antoine n'avait jamais été cruel. Enfant, il me faisait des dessins où j'avais une cape de super-héroïne.
Il m'écrivait des lettres pour la fête des mères que je garde encore dans une boîte avec des rubans rouges. Il m'appelait sa meilleure amie. C'était le même enfant qui me disait maintenant que je n'appartenais pas. Le message continuait. « Ne le prends pas personnellement, maman. C'est plus simple ainsi. » Plus simple, comme si j'étais un obstacle logistique, un poids. Je l'ai posé face contre la table et je suis restée là, avec les mains encore collantes du papier adhésif avec lequel j'avais emballé les souvenirs. Des porte-clés qui disaient « Je t'aime, grand-mère ». Des souvenirs qui maintenant, je le savais, n'arriveraient jamais à destination. Le silence de la maison m'enveloppait. On n'entendait que le bourdonnement du réfrigérateur. Tout le reste était vide, et dans ce vide, j'ai compris quelque chose qui m'a transpercé comme une dague. Ce n'était pas un oubli, c'était une décision. Je suis restée assise un bon moment. L'écran du téléphone s'est éteint tout seul, comme s'il était lui aussi fatigué. « Eliane, me suis-je dit, ne pleure pas encore. Pas encore. » Je me suis levée et j'ai marché jusqu'au bureau. Le vieux portable que j'utilisais pour les cours était encore branché. Il a mis du temps à s'allumer, mais il l'a fait. Comme moi, lent mais entier. J'ai ouvert le dossier où je gardais tout. Nice voyage familial. Là se trouvaient les reçus, les réservations, la liste des excursions, les paiements au chef, les t-shirts personnalisés, les cartes d'embarquement. Tout sauf mon nom. Je suis allée sur le portail de la banque. J'ai accédé au compte. Solde actuel, 17 980 € et 25 centimes. Chaque centime gagné avec effort en donnant des cours à des étudiants qui parfois n'allumaient même pas leur caméra, en vendant des quiches les week-ends, en réparant de vieux vêtements pour ne pas avoir à en acheter de nouveaux. Toutes les cartes du voyage étaient liées à ce compte. Celle de l'hôtel, celle des vols, celle des activités, celle des petits déjeuners, celle des souvenirs. Toutes. Parce que j'avais fait confiance. Parce que je pensais que l'amour venait avec la gratitude. J'ai lu les petits caractères. Vous pouvez activer l'option de gel des fonds à tout moment. Les cartes liées seront désactivées immédiatement. Je n'ai pas cliqué. Pas encore. À la place, j'ai ouvert un nouveau document et j'ai écrit quelque chose de différent. Une liste. Pas d'excursion. Pas de besoin. J'ai écrit des noms. Lydie de l'église, dont le fils ne lui rend pas visite depuis 3 Noëls. Françoise qui n'a jamais connu la mère. Monique qui s'occupe de son frère malade, jour et nuit. Brigitte qui a enterré son mari et continue à lui apporter des fleurs chaque dimanche. Roselyne qui se dit grand-mère depuis des années sans qu'on l'appelle ainsi. J'ai écrit et j'ai respiré. Parce que peut-être ce voyage n'était pas pour eux. Peut-être ne l'avait-il jamais été. Et pour la première fois depuis des années, j'ai senti que l'histoire allait changer. Cette nuit-là, je n'ai pas dormi, mais je n'ai pas non plus pleuré. Je n'ai pas allumé la télévision, je n'ai pas mis de musique. Je suis restée dans la cuisine avec la lumière tamisée sous les placards, regardant comment les ombres s'allongeaient sur le plan de travail. J'ai pensé appeler Antoine, mais qu'est-ce que j'allais lui dire? Que j'avais mal. Il le savait, que j'étais blessée. Bien sûr qu'il le savait, que s'il vous plaît, il me laisse venir. Non, je n'allais pas mendier une place dans une histoire que j'avais moi-même écrite. À 6 heures du matin, j'ai préparé un thé à la menthe. J'ai ouvert l'application de la banque. J'ai regardé à nouveau le chiffre. 17 980 € et 25 centimes. J'ai touché le bouton de configuration. L'option « Activer le gel du compte » est apparue. Toutes les cartes seront désactivées immédiatement. Mon doigt a tremblé. Pas de doute, mais de pouvoir. Mais je ne l'ai pas encore pressé. Je suis allée à mon calendrier et j'ai marqué d'un cercle rouge la date du voyage. Leur vol partait à 9 heures, 10 heure locale, depuis l'aéroport Charles de Gaulle. Cela signifiait qu'ils seraient à l'enregistrement vers 7 heures. L'heure parfaite pour que tout cesse de fonctionner. J'ai fermé le calendrier, j'ai respiré profondément et, au cas où il resterait encore un vestige d'humanité en eux, j'ai envoyé un dernier message.
Si vous avez besoin d'aide avec les valises des enfants ou des collations pour le vol, j'ai des bracelets anti-nausées qui pourraient servir à Emma. Prévenez-moi. » Il l'a lu. Il n'a pas répondu. 1 heure. 2. Le vu était là, mais aucun merci. Aucun on te prévient. Aucun ça nous importe. Là j'ai su. Ce n'était pas une erreur. C'était un plan. Et je n'en faisais pas partie. Je suis retournée sur l'app de la banque. J'ai fait glisser le doigt. J'ai l'activé. Aucune autre carte ne fonctionnerait. Aucun paiement ne passerait sans mon autorisation. La banque avait fermé. Et cette fois, le silence fut ma meilleure réponse. Cet après-midi-là, quand le téléphone a commencé à sonner sans arrêt, je l'ai mis en mode silencieux. Antoine appelait, puis Céline, puis sa belle-mère, message, note vocale, email, tous demandant s'il y avait un problème technique. Parce qu'il n'y avait pas de problème. Tous feignant la surprise. Il y avait une décision. Pendant qu'il courait de comptoir en comptoir, à l'aéroport, j'ouvrais un nouveau carnet. J'ai écrit sur la première page « Voyage de réparation » et en dessous les noms. Lydie qui s'occupe seule de ses petits-enfants et oublie parfois de s'occuper d'elle-même. Brigitte qui n'était pas sortie de sa ville depuis qu'elle est veuve. Monique qui dort dans un fauteuil à côté de son frère malade. Françoise qui m'a dit un jour « Personne ne m'a jamais prise en photo sur la plage ». Je les ai appelées une par une. Leur voix tremblait au début. Puis venait le silence. Et ensuite, l'incrédulité. « À Nice ?» disait-elle. « Oui », répondais-je. « 7 jours sans condition, parce que quelqu'un devait vous voir. » Elles ont pleuré, elles ont ri, elles ont douté, puis elles ont dit « oui ». Un oui tremblant comme quelqu'un qui n'a pas l'habitude d'être choisi. J'ai tout réorganisé. J'ai réservé une autre villa, plus petite mais toujours face à la mer. J'ai annulé les noms précédents. J'ai remplacé chaque carte avec mon propre nom. Seulement le mien, parce que cette fois, ce n'était pas pour être accepté. C'était pour partager. J'ai fait imprimer de nouveaux t-shirts. Ils ne disaient plus « la famille, c'est pour toujours ». Ils disaient « nous nous voyons, nous nous choisissons, nous rions ». Je ne l'ai pas faite par vengeance. Je l'ai faite par dignité, par mémoire. Pour celles qui donnent et ne reçoivent presque jamais. Parce que si j'allais dépenser ce qui m'avait coûté tant d'efforts à rassembler, ça allait être avec des femmes qui savaient ce que valent une étreinte, un regard sincère, une chaise partagée à table. Cette nuit-là, j'ai dormi comme je ne dormais plus depuis que Marcel était mort. Avec les fenêtres ouvertes, avec le vent caressant les rideaux, avec le cœur en paix. Quand nous sommes descendus du taxi devant la villa, le soleil commençait déjà à dorer les palmiers. La mer brillait comme si elle étreignait sa lumière juste pour nous. Françoise a été la première à pleurer. Pas de tristesse, mais parce qu'elle n'avait jamais vu l'océan. Elle était restée silencieuse à regarder les vagues, les mains tremblantes. Brigitte lui a passé le bras autour des épaules. « Nous sommes là », lui a-t-elle chuchoté. Et cela a suffi. Nous sommes entrés dans la maison. Elle était simple mais belle. De grandes fenêtres, une longue table et une vue sur la mer qui ressemblait à un tableau vivant. J'ai mis la photo de Marcel au centre de la salle à manger, lui avec son sourire habituel, riant la tête en arrière. Je l'ai encadré en bois de noyer parce que je savais qu'il vieillit avec dignité. Comme lui. Comme nous. Chaque soir, nous allumions une bougie à côté de lui et chacune disait une phrase qu'elle aurait voulu entendre à 30 ans. « Je te vois. Tu n'as pas à mériter l'amour. Ton histoire compte. Tu n'es pas un fardeau. Tu n'as jamais été invisible. » Le 2e jour, Monique apportait un toast avec du jus de mangue et a dit « Cela fait des années que je n'ai pas ri comme ça. » Lydie a enseigné à danser la salsa sur la terrasse. Roselyne est entrée dans la mer habillée parce qu'elle ne pensait pas repartir sans l'avoir touchée. Et moi, je les regardais et je pensais « Ceci est une famille. Ceci est un foyer. Ceci est l'amour sans condition. » Il n'y a pas eu d'étiquette. Il n'y a pas eu de photos pour montrer sur les réseaux. Seulement des moments.
seulement la vérité. Nous n'avons pas parlé de ceux qui nous avaient oubliés. Nous avons parlé de ceux dont nous nous souvenions. Nous n'avons pas comparé nos blessures. Nous nous sommes montrés nos cicatrices comme des médailles. Regarde, ici aussi j'ai survécu. Et pour la première fois depuis longtemps, personne ne m'a demandé de me mettre de côté. Personne ne m'a appelé de trop. Personne ne m'a effacé. Ce voyage n'était pas ce que j'avais planifié. C'était mieux, parce que je ne me suis pas contentée d'une chaise prêtée. J'ai construit une nouvelle table et je l'ai remplie de femmes qui, comme moi, avaient encore beaucoup à donner. Je suis rentrée chez moi un mardi matin. Le soleil de Nice me brûlait encore doucement les bras. L'arôme de la mer s'accrochait à mes vêtements et dans la cuisine m'attendait encore le vase avec les marguerites que j'avais laissées avant de partir. J'ai allumé le portable par routine, sans urgence. Je voulais vérifier le reçu du supermarché, mais la première chose que j'ai vue était un nouveau message dans la boîte de réception. Objet. Je veux juste clarifier les choses. Expéditeur. Antoine. Mon cœur ne s'est pas accéléré. Je n'ai pas ressenti de peur. Seulement de la curiosité. J'ai ouvert l'email. « Salut maman, nous sommes déjà rentrés. » Bon, ce n'était pas comme nous l'avions imaginé. Beaucoup de choses ont mal tourné, et je suppose qu'une partie était de notre faute. Nous aurions dû je parler ne dis pas davantage. que tout a été bien géré. Céline dit bonjour au fait. Elle était stressée, et je crois qu'elle voulait maintenir une certaine structure. Tu sais comment elle est, j'ai réfléchi. Peut-être que nous n'avons pas été justes. Peut-être que nous t'avons exclu sans le vouloir. Mais nous sommes de retour et nous essayons de tout organiser. Les enfants sont confus. Nous ne voulons pas les mêler au drame. La vérité, c'est que nous sommes dans une petite difficulté financière. Nous avons dû refaire tout le voyage avec des cartes de crédit. Ça nous a échappé. Alors si tu es en mesure de le faire, pourrais-tu envisager de rendre au moins une partie de l'acompte ? Je sais que tu es probablement blessé, mais nous restons une famille. Pense-y juste. J'ai fermé l'email. Je l'ai rouvert et je l'ai relu encore une fois. Chaque ligne était chargée d'excuses, de justifications. Aucune excuse réelle, aucune prise de responsabilité. Seulement une nouvelle demande. Mon argent. À compte, disait-il, comme s'ils avaient investi quelque chose. Comme si cet argent n'était pas sorti seulement de mes os, de mes nuits sans chauffage, de mes renoncements petits et quotidiens. Je n'ai pas répondu, parce que je n'avais plus besoin de le faire. Parfois, ne rien dire, c'est la réponse la plus claire de toutes. Je n'ai pas répondu à l'email, je ne l'ai pas transféré, je ne l'ai pas marqué comme important. Je l'ai juste laissé là, comme une pierre de plus sur le chemin que je n'étais plus intéressée à parcourir. Je suis allée dans la cuisine. J'ai préparé un thé glacé et je me suis assise devant la fenêtre. Cette même fenêtre où Marcel avait accroché le vieux carillon le jour de notre 35e anniversaire. Une brise douce l'a fait sonner et j'ai souri. Pas par nostalgie, mais parce que pour la première fois, je ne ressentais pas de tristesse. Je ne ressentais pas de colère. Je ne ressentais pas de vide. Je ressentais la liberté. Le genre de liberté qui arrive quand vous cessez de demander la permission d'exister. Quand vous cessez de vous efforcer de vous intégrer là où on ne vous invite plus. Quand vous comprenez que vous n'avez pas à continuer à payer pour une place à la table que vous avez vous-même construite. J'ai marché pieds nus jusqu'à ma chambre. J'ai ouvert la valise et j'ai trouvé la bougie du groupe, celle que je n'ai jamais allumée sur la plage avec ma famille, parce qu'ils ne m'ont jamais laissé être là. Je l'ai placée au centre de la table. J'ai allumé la flamme et j'ai placé la photo de Marcel à côté d'elle. « C'était pour eux », ai-je murmuré. Mais peut-être que ça a toujours été pour moi. J'ai pensé au rire de Brigitte, aux yeux brillants de Françoise en voyant la mer, à la voix tremblante de Roselyne quand elle a dit « Je ne savais pas que je pouvais encore me sentir choisie. » Et alors j'ai compris. Je n'étais pas seule, j'étais juste avec les mauvaises personnes. Ce voyage ne m'a pas rendu ma famille, il m'a rendu à moi-même. Il m'a rendu la dignité. Il m'a rendu la certitude qu'être mère ne signifie pas d'accepter n'importe quelle forme d'amour. Parce que l'amour sans respect n'est pas de l'amour. C'est une dette.
Et je l'avais déjà payé. Cette nuit-là, je suis sortie me promener dans le quartier. Pas pressée, pas avec une destination, juste avec le corps léger et l'âme en paix. La voisine m'a saluée depuis son porche. « Tu pars en voyage, Eliane ?» a-t-elle demandé avec un sourire. « Pas maintenant, lui ai-je répondu, mais bientôt. » En rentrant, le téléphone ne sonnait plus. Les appels avaient cessé. Les suppliques aussi. Il n'y avait qu'une dernière notification. « Nous comprenons si tu es blessée, mais les enfants demandent après toi. Nous pouvons parler quand tu seras prête. » Je ne l'ai pas ouvert, parce que ce n'était pas de la douleur que je ressentais, c'était de la clarté. Je suis allée jusqu'à la boîte sous mon lit, là où je garde les choses que j'aime le plus. Les lettres d'Antoine, quand il avait 8 ans, le mouchoir de Marcel avec son parfum encore emprisonné et mon carnet à couverture rigide. Je l'ai ouvert à une page propre et j'ai écrit en gros « Les femmes oubliées ». En dessous, j'ai commencé à noter des noms. Béatrice qui nettoie les maisons des autres, mais que personne ne visite chez elle. Joséphine qui n'a jamais célébré un anniversaire avec un gâteau et des bougies. Nora qui dit que le pire en vieillissant n'est pas le corps, mais devenir invisible. Antoinette qui est restée à attendre une lettre qui n'est jamais arrivée. Estelle qui a été mère, grand-mère, infirmière, cuisinière et jamais reconnue comme femme. Chacune d'elles était une histoire silencieuse, un cœur brisé, une petite flamme mais vivante. Et j'ai pensé, si j'ai pu me sentir vivante à nouveau, peut-être qu'elles le peuvent aussi. Parce que l'héritage ne se mesure pas toujours en photos accrochées ou dans le chuchotement d'une bougie allumée, dans un rire partagé sous les étoiles, dans un voyage où, enfin, quelqu'un vous regarde et vous voit. Et j'ai su, avec la certitude de celle qui n'attend plus, que ce serait mon héritage. Donner un foyer à celles qui n'ont jamais été invitées, et leur rappeler par des actes, et non par des promesses, qu'il y a encore une place pour elles dans cette vie. Cette nuit-là, nous avons allumé la dernière bougie. La 7e. Chacune de nous avait dit quelque chose pendant les nuits précédentes. Quelque chose que nous avions besoin d'entendre. Quelque chose qui nous aurait sauvés si quelqu'un nous l'avait dit avant. Quand mon tour est arrivé, je n'ai pas parlé pour elle. Ni même pour Marcel, j'ai parlé pour cette ancienne version de moi. Celle qui continuait à attendre d'être vue. Celle qui se taisait pour ne pas déranger. Celle qui pensait qu'être mère était synonyme de disparaître. Je me suis approchée du bord de la mer. La lune était si brillante qu'elle semblait découper nos silhouettes en argent. L'eau nous touchait les pieds, comme une caresse qui ne demande rien en retour. Et j'ai dit à voix basse, « Je ne suis plus triste. » Parce que c'était vrai. Je n'étais pas en colère. Je ne voulais pas qu'Antoine m'appelle. Je n'espérais pas que Céline s'excuse. Je ne souhaitais pas revenir en arrière. J'avais lâché prise. J'avais laissé partir, et en laissant partir, je me suis trouvée. Je me suis rendu compte que je n'avais pas été laissée dehors. J'avais simplement trouvé celle qui marchait à mes côtés. Et si toi qui écoutes aussi, tu t'es déjà senti invisible, si tu as tout donné pour une famille qui t'a oublié, si tu as attendu un merci qui n'est jamais venu, alors toi aussi tu fais partie de cette histoire. Ceci est le canal des histoires vraies de la grand-mère, où le silence devient force et la mémoire devient pouvoir. Ici, nous honorons celles qui se sont tues, celles qui ont attendu, celles qui ont été effacées de la photo, mais qui restent dans le cœur. Si toi aussi tu crois que la bonté n'est pas de la faiblesse, mais de la sagesse qui attend, alors c'est ta place. Abonne-toi, écoute, partage. Parce que quand une grand-mère parle, le monde enfin écoute.